Eh bien, Kash Patel et Dan Bongino vont enfin nous donner les réponses que nous attendions tous, mes amis. Ils vont enfin nous révéler toutes les vérités difficiles. Nous allons également revenir sur la longue histoire du gouvernement en matière de trafic de drogue à travers le monde et discuter de la sextape divulguée de Glenn Greenwald, et qui, sur cette terre, pourrait bien vouloir faire chanter et réduire au silence des journalistes. Bienvenue à nouveau dans Candace. Eh bien, Dan Bongino et Kash Patel se décident enfin à enquêter sur les questions difficiles auxquelles nous voulons tous des réponses. Le peuple américain s'est exprimé et ils n'ont absolument écouté personne. Parce que pendant que les dossiers Epstein pourrissent toujours sur le bureau de Pam Bondi, ils ont rouvert l'enquête, mais pas pour savoir pour qui Epstein travaillait, ni pour savoir si son réseau de trafic est toujours opérationnel. Pas sur qui il avait des moyens de chantage, ni sur quels actes de trahison ils auraient pu commettre en son nom ou au nom de son employeur. Non, ils ont rouvert l'enquête sur le sachet de cocaïne qui a été trouvé à la Maison-Blanche de Joe Biden le 2 juillet 2023. Jesse Watters de Fox Primetime a fait une demande FOIA concernant les documents liés à l'affaire de la cocaïne et les détails ne concordent pas. Lorsque l'affaire a éclaté, en 2023, nous avons reçu cette photo de la cocaïne. Là où elle aurait été trouvée, soi-disant, dans un casier de rangement aléatoire. Un casier qui se trouve justement dans un angle mort des caméras où il n'y a aucune vidéo de surveillance pour savoir qui aurait pu la déposer là. Comme c'est pratique. C'est d'autant plus pratique que le jour où l'affaire a éclaté, la cocaïne avait d'abord été trouvée dans la bibliothèque. Puis, MSNBC a rapporté qu'elle avait été trouvée près de la salle de crise, mais il a finalement été révélé qu'il l'avait en réalité trouvée à l'intérieur de ce casier de rangement aléatoire où elle a été photographiée et documentée. Mais les documents que Jesse Watters a obtenus avaient, étrangement, l'emplacement où elle a été trouvée caviardé. Donc, pour être clair, ils nous ont dit où ils l'avaient trouvée, à l'intérieur du casier. Ils ont photographié l'endroit où ils l'ont trouvée à l'intérieur du casier, mais ensuite, ils l'ont caviardée dans les documents FOIA parce que l'endroit où elle a été trouvée est classifié. Quelle étrange coïncidence. Je suis sûr que c'est juste une erreur. En fait, la formulation dans les documents rapportés par Jesse Watters donne vraiment l'impression d'une dissimulation enfantine. C'est presque comme s'ils voulaient qu'on se concentre là-dessus. Voici donc Jesse Watters pour nous aider à expliquer. Quand la cocaïne a d'abord été trouvée, ils ont dit que c'était dans la bibliothèque où vit la première famille. Nous avons une barre jaune indiquant cocaïne, chlorhydrate. Ils ont dû la trouver dans la bibliothèque. Ensuite, des rapports ont indiqué que la cocaïne avait en fait été trouvée à l'extérieur de la salle de crise. Maintenant, l'enquête a progressé et donc ils disent l'entrée exécutive ouest, ce qui, comme vous l'avez noté, est plus proche de la salle de crise. Le Secret Service a alors dit non. C'était dans un casier avec beaucoup de passages autour. Et oui, il y a des caméras, mais ce casier en particulier était dans un angle mort. Comment peut-on confondre la bibliothèque avec la salle de crise et la salle de crise avec les casiers? Ils nous ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucun ADN, mais les documents disent qu'ils en ont trouvé. Rappelez-vous, les sachets de coke ont été détruits. Le Secret Service a pris les preuves de Quantico et les a détruites. Ils ne voulaient pas que le FBI les ait, mais il y a d'autres preuves qu'ils n'ont pas détruites. Une enveloppe contenant 3 tubes d'ADN. D'où viennent ces échantillons d'ADN? Ils ont prélevé l'ADN sur le sachet. Donc, le Secret Service a menti, tout comme la Maison-Blanche. Ils ont bien trouvé de l'ADN sur le sachet et l'ADN a été analysé. Et il a été transféré dans un coffre à preuves pour être conservé. Le président Trump a la meilleure analyse de toute cette situation. Il l'a dit tout simplement. Quand on lui a demandé à qui appartenait le sac, il a simplement répondu « Eh bien, soit Joe, soit Hunter. » Il pourrait s'agir de Joe. Nous avons obtenu un extrait vidéo de lui. À mon avis, c'est Hunter et probablement Joe. Parce que vous savez, vous regardez Joe, au début de son discours. Et il a un peu d'énergie, pas beaucoup, mais un peu. À la fin du discours, c'est une catastrophe. Il n'arrive même pas à trouver la sortie de la scène. Donc il se passe quelque chose là-bas. Et je ne serais pas surpris si c'était pour eux deux. Je pense que c'est pour tous les deux. Mais ce n'est que mon avis.
Et chaque fois que je regarde de vieux extraits de Joe Biden, j'ai l'impression qu'on doit enquêter sur toute la CIA, le terrier du lapin du masque. Mais ça, c'est pour un autre jour. À propos de la cocaïne. Nous savons évidemment tous que Hunter avait un sérieux problème avec la poudre. Et juste un petit rappel, si vous voulez en savoir plus sur certaines des diverses escapades du vieux Hunter pendant ses sessions de ski de nez, aux frais du contribuable, vous pouvez voir le contenu de son ordinateur portable sur bidenlaptopmedia.com, ou du moins, vous le pouviez. Et puis, je suis retourné pour prendre quelques captures d'écran pour cet épisode et j'ai remarqué que le site ne chargeait plus. Le site est hors ligne et il faut passer par archive.org. Il s'avère que le site est tombé en panne quelque part en janvier de cette année. Qui sait? Peut-être juste une coïncidence. Nous reviendrons donc dans un instant sur l'affinité de la Maison-Blanche pour les drogues dures. Mais je veux faire un petit détour pour parler de certaines de mes théories préférées sur la famille Biden dont je n'entends presque jamais parler. Parce que Joe Biden est un politicien de carrière depuis toujours qui montrait un certain potentiel. Et par potentiel, j'entends qu'il n'était pas très futé, même avant qu'il ne devienne sénile. Et c'était le genre de marionnette que l'État profond pouvait amener jusqu'à la Maison-Blanche, ce qu'ils ont évidemment fait. Mais sa famille présente tous les signes, c'est vraiment le cas d'école du chantage. Et je déteste m'acharner, mais il me semble que la famille Biden a peut-être eu quelques agents israéliens dans ses rangs. Le mot-clé ici est « peut-être ». Ce fil que nous allons tisser est surtout de la spéculation. C'est probablement officiellement de la désinformation, mais c'est amusant. Et au moins, pour l'instant, s'amuser est encore légal sur Internet. Alors, poursuivez-moi. On va le faire. Parce que, si vous vous souvenez, Joe Biden avait un fils qui n'était ni un raté, ni un drogué, Beau Biden, son fils aîné, issu de son précédent mariage avec Nalia Biden, qui est tragiquement décédé seulement 6 semaines après l'élection de Biden au Sénat. Maintenant, nous n'allons pas aborder la théorie du complot sur le sacrifice d'un proche dont Kanye a déjà parlé ouvertement par le passé, ou du moins pas pour l'instant, car Beau Biden a surmonté cette terrible tragédie, la perte de sa mère et de sa petite sœur, et a ensuite montré un potentiel exceptionnel. Et il était le 44e procureur général du Delaware lorsqu'il est mort subitement et tragiquement d'un glioblastome. Qui sait jusqu'où sa carrière politique aurait pu aller? Et sa femme éplorée, Allie Oliver Biden, a alors fait ce que font toutes les femmes en deuil. Elle a aussitôt commencé à coucher avec le frère de son défunt mari, qui entretenait également une dépendance au crack, vraisemblablement nouvelle et naissante. Et oui, nous avons maintenant des titres comme Beau et Hunter, l'ex-commun de Biden. Maladroit. Alors, analysons cela. Hunter Biden, qui était marié et père de famille, a entamé une liaison avec la veuve de son frère décédé. Alors qu'ils ont tous les deux des enfants, qu'ils ont vu grandir les enfants de l'autre, Hunter n'a même pas encore finalisé son divorce avec sa propre femme et il commence déjà à coucher avec sa belle-sœur. Et oui, il est en deuil, il se sent seul et il traverse clairement une période difficile. En plus, une fois qu'il commence à fumer du crack, on sait tous que les crackheads sont prêts à tout pour une montée. Mais Hallie, supposément une mère juive respectable, se dit « Oh, regarde, un crackhead. Mon beau-frère crackhead. C'est exactement le genre d'homme avec qui j'ai envie de coucher pour surmonter la mort de mon mari. » Bon, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais tant qu'on y est, imaginez un scénario possible. Si Allie Biden était une manipulatrice ou un agent de renseignement placé dans la famille Biden pour cibler le fils aîné et le plus prometteur de la famille, cela pourrait expliquer pourquoi elle ferait quelque chose d'aussi dépravé. Si vous veniez tout juste d'obtenir votre incroyablement chanceux placement au sein de la famille Biden, gâché par un cancer sorti de nulle part, ce serait une position extrêmement délicate à avoir réussi à atteindre en premier lieu. Vous n'avez pas envie de jeter tout ce travail acharné à la poubelle. Mais bon, vous pouvez toujours vous mettre avec le crackhead. Peut-être que ça vous permettra de rester impliqué dans la famille. Évidemment, ça ne s'est pas très bien passé. Et une fois que le pays a pris connaissance de l'histoire, cela a explosé en un énorme scandale. Peu importe à quel point les médias ont essayé de les couvrir. En plus, à l'époque, Hunter parcourait le monde, couchant avec des prostituées devant la caméra, fumant du crack devant la caméra. Il y a des photos et des vidéos vraiment troublantes dans ses archives. Mais peut-être le plus troublant, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que l'intégralité de la pellicule de Hunter est archivée. Et tout au long de cela, il est assez évident qu'il a dupliqué un certain nombre de photos encore et encore. On peut voir quand cela se produit dans une pellicule photo. Je fais cela fréquemment lorsque je réalise des vidéos,
et vous verrez les mêmes blocs de photos identiques réapparaître à différents endroits tout au long de la pellicule. Hunter Biden a à plusieurs reprises dupliqué des photos de sa nièce, enfant, en maillot de bain. Parfois aussi avec ses amis mineurs en maillot de bain. Maintenant, disons simplement qu'il n'y a qu'une seule raison qui me vient à l'esprit pour laquelle Hunter dupliquerait à plusieurs reprises ce genre de photos, en particulier tout au long de sa pellicule. Il y a aussi un certain nombre de photos très sexuelles qu'elle lui aurait apparemment partagées. Tout cela est vraiment répugnant et je ne vais évidemment montrer aucune de ces images ici. Si vous voulez aller plus loin dans le terrier du lapin de la famille Biden et des abus sexuels sur enfants, vous pouvez chercher le journal d'Ashley Biden, des vidéos de Joe en train de renifler des enfants et examiner l'ordinateur portable par vous-même. C'est totalement dégoûtant, mais on s'éloigne du sujet initial. Alors revenons à notre sujet. Ali, la veuve de Beau Biden, couche avec Hunter le crackhead. Et cela dure 3 ans jusqu'en 2019, quand le scandale devient un peu trop scandaleux. Et donc, soudainement, Hunter Biden rencontre cette autre personne. Une charmante jeune femme juive nommée Melissa Cohen. Melissa Cohen ressemble à ceci. C'est une belle jeune réalisatrice blonde originaire d'Afrique du Sud. Et elle voit ce crackhead sans dents et se dit « C'est lui, mon homme. C'est le gars que j'ai attendu toute ma vie pour me faire chavirer. » En fait, ils tombent tellement amoureux qu'ils se marient, se font des tatouages, shalom, assortis, et en moins d'une semaine, elle tombe enceinte quasiment immédiatement. Leur fils naît environ 10 mois après leur rencontre. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Il n'y a aucune preuve ou élément concret concernant les liens que j'établis, et il est tout à fait possible que je me trompe. Et peut-être que Melissa Cohen aime vraiment les crackheads de 50 ans, tout juste sortis d'une relation avec leur belle-sœur. Mais là, on a une famille, comme la famille Kennedy, qui est objectivement une cible de choix pour n'importe quelle agence de renseignement dans le monde. Nous savons de façon certaine que Hunter rassemblait d'énormes quantités de dossiers de chantage sur lui-même à la demande de quelqu'un. Il le dit lui-même dans certaines des vidéos présentes sur l'ordinateur portable, même s'il ne précise jamais qui exactement le force à filmer et photographier tous ses agissements. Il est assez évident qu'il ne fait pas tout cela juste pour s'amuser. Hunter aurait eu 3 ou 4 ordinateurs portables remplis de matériel de chantage et il en parle dans certaines de ses vidéos. Mais il se trouve qu'il en a juste déposé un dans un atelier de réparation au hasard, puis l'a oublié, ce qui... Pour moi, cela ressemble presque à un appel à l'aide ou à une sorte de tentative de se libérer de l'emprise de ses maîtres chanteurs. Mais qui peut vraiment le savoir? Au-delà des ordinateurs portables, nous avons cependant 2 femmes juives différentes dans la famille Biden, toutes 2 agissant de manière très suspecte. D'abord, Ali, qui semble désespérée de conserver sa place dans la famille et est prête à coucher avec son beau-frère accro au crack pour y parvenir. Qui sait quel rôle elle a pu jouer dans sa dépendance ou dans le chantage, mais... Puis Melissa Cohen prend le relais exactement là où Hallie s'est arrêtée et met la main sur notre cher Hunter dès que Hallie doit quitter la scène. Je veux dire, quand on regarde un homme vieillissant comme Joe Biden dans les années 2010, un homme en fin de carrière, quelle serait selon vous la manière la plus efficace de contrôler un homme comme lui? Son dernier fils encore en vie? Ses petits-enfants? Dieu seul sait ce qu'ils peuvent avoir sur Hunter, au-delà de ce qui a déjà été révélé. Pensez-vous qu'il pourrait avoir des vidéos de Hunter en train de violer un enfant alors qu'il était inconscient sous l'effet de la cocaïne? Parce que, d'après le propre témoignage de Hunter et ce que l'on voit sur l'ordinateur portable, cela aurait été l'opération la plus facile à réaliser. Cela n'aurait demandé aucune compétence. Vous auriez littéralement pu le trouver en plein milieu d'une virée et lui dire que vous aviez plus de drogue et de filles chez vous et le tour était joué. Il est tout à fait possible, voire probable, que quelqu'un détienne un moyen de chantage sur Hunter qui pourrait l'envoyer en prison pour très longtemps. Nous savons qu'Israël a déjà ciblé le président des États-Unis, comme lorsque Jeffrey Epstein a rendu visite à la Maison-Blanche de Clinton à 17 reprises. Maintenant, regardons la présidence de Joe Biden. Voyons-nous la moindre preuve qu'il était contrôlé? Est-il possible, même de loin, qu'il ait reçu des ordres de quelqu'un qui détenait un puissant moyen de chantage contre lui ou son dernier fils encore en vie? Non, 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 ce serait fou, mec. Ce serait fou. Je suis sûr que ce ne sont que des coïncidences. Mais bon, je devais juste explorer cette piste parce que je trouve ça hilarant et plutôt amusant. C'est aussi extrêmement tragique. Mais nous parlions de la cocaïne qui a été trouvée à la Maison-Blanche. Et je me suis dit que ce serait le bon moment pour nous le rappeler à tous. La Maison-Blanche, ou plus précisément l'État profond, a toujours eu un certain penchant pour les stupéfiants.
Mais avant de continuer, faisons une petite pause dans tout ce sérieux pour quelques mots de nos sponsors. Je voudrais prendre un instant pour vous parler de Take Lean. Vous allez croire que je parle d'injections pour perdre du poids, mais ce n'est pas le cas. Ces témoignages remarquables de perte de poids proviennent d'un complément alimentaire pour la perte de poids formulé par des médecins et appelé Lean. Patty S. J'ai enfin trouvé un produit minceur qui fonctionne, a-t-elle déclaré. Je voulais perdre 9 kilos et le régime Lean coupe vraiment mon appétit. Laurie M. a écrit « J'ai eu du mal à perdre du poids et Lean a été une véritable bouée de sauvetage. Je perds 1 kilo par semaine, voire plus. » Et Kelly F. a dit « Génial! J'ai immédiatement remarqué un regain d'énergie et une perte de poids saine. Je recommanderais ce produit à tout le monde. » Lean a été créé par un médecin et chercheur universitaire pour cibler les objectifs des GLP-1, mais sans les injections. Les ingrédients étudiés dans Lean ont démontré leur capacité à faire baisser la glycémie, à réduire radicalement l'appétit et à brûler les graisses en les transformant en énergie. Si vous avez du mal à perdre du poids et qu'une alimentation saine et de l'exercice ne suffisent pas, Lean est fait pour vous. Commencez dès maintenant avec 20% de réduction. Il vous suffit d'utiliser le code Candice20 sur takelean.com. C'est le code Candice20 sur takelean.com. Encore une fois, takelean.com. Les résultats peuvent varier. Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la FDA et ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie et ne remplacent pas les soins d'un professionnel de santé. D'accord, un petit instant pour vous parler de Tax Network USA. La date limite des impôts est peut-être passée. Mais pour des millions d'Américains, les vrais ennuis ne font que commencer. Si vous avez manqué la date limite du 15 avril ou si vous devez encore des arriérés d'impôts, l'IRS renforce ses mesures de contrôle. Chaque jour d'attente ne fait qu'aggraver la situation. Avec plus de 5000 nouveaux privilèges fiscaux déposés chaque jour et des outils comme les saisies de biens, les saisies bancaires et les saisies sur salaire, l'IRS exerce une pression à un niveau que nous n'avions pas vu depuis des années. Un contrôle administratif accru signifie que les recouvrements avancent rapidement. La bonne nouvelle, il est encore temps pour Tax Network USA de vous aider. Vous êtes travailleur indépendant ou chef d'entreprise, même si votre comptabilité est en désordre, il s'en occupe. Tax Network USA est spécialisé dans la remise en ordre des situations financières chaotiques et vous remet rapidement sur la bonne voie. Même après la date limite, il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle. Votre consultation est entièrement gratuite. Agir maintenant peut stopper les pénalités, les lettres de menace et les saisies surprises avant qu'elles ne s'aggravent. Appelez le 1-809-58 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Vous avez peut-être manqué le 15 avril, mais il vous reste encore des options. Laissez Tax Network USA vous aider avant que l'IRS ne prenne la prochaine mesure. Appelez le 1-809-58 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Donc, comme je le disais, le gouvernement américain et les gouvernements du monde entier ont une longue histoire d'implication dans les industries du trafic de drogue. Et il y a de nombreux exemples, bien trop pour tous les passer en revue, mais nous allons faire un tour rapide des plus croustillants en commençant par ceux-ci. Voici des documents détaillant comment George H.W. Bush a travaillé avec Richard Helms, alors directeur de la CIA, et d'autres pour faire passer de l'héroïne en contrebande dans le Triangle d'Or pendant la guerre du Vietnam. Ils affirment qu'ils ne se contentaient pas de diriger la plus grande opération de contrebande d'héroïne au monde à l'étranger à l'époque, mais qu'ils gagnaient bien plus d'argent en vendant directement la cam aux soldats américains qui combattaient au Vietnam. Il y a tout un terrier de lapins complètement fou autour de ce document et d'une autre série d'archives sur le budget noir de la CIA, des comptes bancaires et du trafic de drogue, ainsi que la castration d'un dictateur d'Amérique centrale, mais on fera une enquête complète là-dessus un autre jour. Parce qu'il y a aussi le moment où la CIA, ils ont pris le contrôle des opérations de contrebande des cartels latino-américains et ont commencé à acheminer par avion cargo de la cocaïne vers Mena, en Arkansas. Gary Webb a révélé et fait un exposé notoire sur la manière dont la CIA, cette opération est à elle seule responsable du déclenchement et de l'alimentation de l'épidémie de crack dans les communautés noires américaines des années 80 et 90. Webb s'est suicidé en se tirant 2 balles dans la tête, un fait tristement célèbre. Et quand les gens disaient ça, ça paraissait un peu suspect. La CIA, ils ont pris soin de mener leur propre enquête et ont constaté qu'il n'avait rien à voir, ni avec sa mort, ni avec un quelconque trafic de drogue. Affaire classée. Puis, plus récemment, il y a eu l'Afghanistan. Et je souhaite approfondir un peu plus la situation en Afghanistan, car c'est un cas récent instructif et je pense qu'il pourrait modifier la nature du trafic mondial de drogue actuellement. Mais commençons par un long retour en arrière, au 19e siècle, avec l'Empire britannique. Parce que c'est une partie de l'histoire que je pense que trop peu de gens connaissent.
Alors, à mesure que l'Empire britannique s'étendait à travers le monde, principalement grâce à la première véritable méga-corporation internationale, la Compagnie des Indes orientales, l'opium est devenu l'une de ses plus grandes sources de revenus. Ils ont transformé l'Inde en une immense ferme de pavots, et la majeure partie de l'opium cultivé en Inde était expédiée en Chine, qui se trouvait, par chance, juste sous le vent de l'Inde. L'Inde le détestait. La Chine a été détruite par cela. Et la Grande-Bretagne a amassé une richesse incommensurable grâce à cela. En 1880, le Parlement britannique a débattu de l'histoire de leur commerce de l'opium, et cet examen contient des détails incroyables. Selon le Parlement britannique, le pourcentage des revenus indiens provenant de l'opium a grimpé jusqu'à près de 17% grâce à une seule récolte. C'est dingue. Je ne trouve pas de chiffres précis sur les revenus que l'Empire britannique tirait de ce commerce, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'ils étaient considérables. Leur qualité de vie dépendait en grande partie du trafic d'opium. La Chine, pour des raisons évidentes, n'était pas très enthousiaste. Tout leur peuple, et surtout leurs hommes, devenaient dépendants à l'opium et leur civilisation s'effondrait sous le poids de cette addiction. Ils ont donc interdit l'usage et le commerce de l'opium et ont saisi une grande quantité d'opium, principalement détenu par des commerçants britanniques. La Grande-Bretagne, cependant, n'était pas d'accord et elle est entrée en guerre contre la Chine à ce sujet, remportant finalement la victoire. Après leur victoire, ils ont forcé la Chine à légaliser de nouveau l'opium et à continuer d'accepter les importations d'opium britannique. Puis, en 1856, le gouvernement chinois a saisi un navire de contrebande pirate chargé d'opium, appelé l'Arrow. Si vous lisez Wikipédia, il est indiqué qu'il s'agissait d'un navire marchand britannique officiel. Mais dans les archives du Parlement, enregistrées en 1880, on peut lire ceci. Citation. La Seconde Guerre est née de la contrebande d'opium. Les Chinois ont saisi la Lordshire Arrow, un navire de classe pirate qui se livrait à la contrebande. Il a été clairement prouvé qu'elle n'était pas sous la protection du pavillon britannique à ce moment-là. Elle a été saisie, mais nous sommes tout de même partis en guerre contre la Chine et avons détruit ses navires, son peuple et ses bâtiments, comme d'habitude. Ainsi, une fois de plus, la Grande-Bretagne n'a pas accepté la situation et a déclaré la guerre à la Chine. Cette fois, les Français se sont impliqués, tout comme les autres empires européens et les nouvelles colonies américaines, car ils s'étaient tous lancés dans le commerce de l'opium à ce moment-là. La Chine a de nouveau été vaincue et le commerce de l'opium a continué. À l'époque, Hong Kong était une colonie britannique et elle s'est largement développée grâce aux profits issus de ce commerce de l'opium. La célèbre banque moderne HSBC a été fondée spécifiquement pour gérer les profits obscènes générés par le commerce de l'opium. Et à ce jour, elle est toujours empêtrée dans des scandales de blanchiment d'argent et de drogue. Si vous ne le saviez pas, l'opium est issu du pavot à opium. Et c'est l'une des plus anciennes formes de drogue opioïde raffinée. À la fin des années 1800, des scientifiques ont découvert une nouvelle façon de raffiner l'opium. Et l'héroïne a été inventée. En 1898, Bayer, oui, les mêmes qui fabriquent l'aspirine et possèdent désormais Monsanto, Bayer, a commencé à produire de l'héroïne en masse. Comme des petits pains vraiment excellents, tellement bons qu'ils vous endorment, des petits pains. Les cliniciens de l'époque affirmaient que c'était le remède parfait pour à peu près tout, de la tuberculose à l'asthme, voire la bronchite. Vous avez une toux? Essayez l'héroïne, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Les médecins de l'époque affirmaient même que l'héroïne était un excellent moyen de se débarrasser de la dépendance à la morphine. Attendez qu'ils découvrent le fentanyl. Non mais, sérieusement. Oh non, nous sommes accros aux opioïdes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Avez-vous essayé l'héroïne? Donc, évidemment, ils étaient complètement à côté de la plaque. L'héroïne est extrêmement addictive, tout à fait capable d'être mortelle, et elle est depuis l'une des drogues illégales les plus destructrices et les plus lucratives jamais inventées. Donc, naturellement, c'était la culture de rente parfaite pour la CIA, pour financer sa liste croissante de programmes secrets dans les années 60 et 70. Donc, dans ce rapport du FBI, rédigé en 1989, il est détaillé comment George H.W. Bush a gagné le surnom de Poppy, qui ne fait pas référence à papa, mais à autre chose. Voici juste quelques extraits rapides de ce rapport. On pourrait faire tout un autre épisode là-dessus un de ces jours. Ceci concerne les personnes qui étaient responsables de l'opération. 4 des 5 membres ont été choisis pour leurs compétences et expertise très particulières. Le 5e membre du groupe, Armitage, a été amené par George Bush comme son homme à tout faire personnel.
Bush a été choisi pour sa connaissance de la Chine et ses compétences de pilote acquises pendant la guerre, ainsi que parce qu'il était en pleine ascension au sein de la CIA, même si cela était avant qu'il ne soit officiellement impliqué dans la CIA, donc c'est un mensonge. Et ensuite, je vais simplement passer tout en bas. Les 5 noms ont été soumis au parrain de la CIA, John Foster Dulles, qui a donné sa bénédiction totale au plan. Le texte poursuit en disant que le plan directeur prévoyait que la CIA s'engage dans le trafic de drogue de manière totale et complète. Chacun des 5 planificateurs aurait son propre domaine à gérer. Bush serait le chef secret de l'ONA et s'occuperait de tout l'acheminement de la drogue sous de faux bons de transport. Armitage serait l'homme à tout faire du groupe et l'intermédiaire avec les indésirables. Le général Lonsdale serait chargé de tous les réseaux de distribution et des services de collecte au sein de l'armée au Vietnam. William Colby devait s'occuper de la mise en place de tout le personnel, des coursiers, revendeurs, dealers, collecteurs, etc., ainsi que de l'élimination de toute personne susceptible de devenir incontrôlable, qu'elle soit américaine ou vietnamienne. Le lieutenant-colonel Ferreira était là pour utiliser ses contacts en Amérique latine et au Moyen-Orient afin d'obtenir auprès de divers gouvernements les drogues nécessaires, héroïne, cocaïne, marijuana, LSD, etc., selon les ordres de Colby. Bush devait s'occuper de l'opium provenant de Chine. Il y a aussi cette section complètement folle vers la fin. À peu près au moment où cet espion, le général Ferreira, dont nous venons de parler, s'est introduit en douce dans le manoir de Manuel Noriega au Panama, l'a pris en embuscade, l'a ligoté, lui a coupé les testicules et les lui a fourrés dans la bouche, pour prouver un point. C'est une histoire complètement dingue. On pourrait en faire tout un épisode, et peut-être qu'un jour on le fera. Mais ce rapport détaille précisément comment ce programme top secret dirigé par Bush et Helms a fait passer de l'héroïne en contrebande aux États-Unis, aux soldats américains au Vietnam et a ensuite canalisé l'argent vers des comptes bancaires secrets de la CIA, comptes qui serviraient à financer des programmes top secrets du budget noir partout dans le monde. Un membre junior de ce complot, William Casey, deviendrait plus tard l'architecte des opérations de contrebande de cocaïne révélées lors du scandale Iran-Contra dans les années 1980. Même histoire. La CIA, il faisait entrer clandestinement de la cocaïne en Amérique et utilisait les profits pour financer une guerre par procuration illégale que le Congrès leur avait explicitement interdit de financer. Il est intéressant de noter qu'ils ont choisi un petit aéroport tranquille de l'État où Bill Clinton était gouverneur à l'époque. Le frère de Bill Clinton consommait 4 grammes de cocaïne par jour à cette époque. Il a ensuite été inculpé de possession et de trafic de cocaïne. Mais Bill s'est assuré de lui accorder sa grâce en 2001, juste avant de quitter ses fonctions. Et puis, en parlant de 2001, en 2001, un groupe disparate de 19 terroristes arabes, sans aucune protection de la CIA ou du Mossad, a décidé de presque échouer à l'école de pilotage de base sur Cessna, et ensuite détourner plusieurs avions de ligne pour les faire s'écraser sur les tours jumelles. Et aussi la salle secrète du Pentagone, responsable de la petite erreur budgétaire de Rumsfeld de plus de 2000 milliards de dollars. Mais ne vous inquiétez pas, Rumsfeld n'était même pas là à ce moment-là. Il a tout de même transmis un mémo ce jour-là, demandant à ses équipes de déterminer si l'attaque était suffisamment bonne pour frapper Saddam Hussein, alors même que l'Irak n'avait rien à voir avec tout ça. Et dans toute cette folie, le bâtiment 7 a décidé qu'il était fatigué et s'est auto-démoli de façon contrôlée. Et bien que le kérosène d'avion fasse apparemment fondre les poutres d'acier et pulvérise tout le béton d'une tour en une fine poussière, il n'a, en réalité, que peu d'effet sur les passeports, qui voltigent intacts sur les trottoirs de New York, afin d'être commodément retrouvés quelques heures après l'attaque. Les autorités n'en avaient pourtant guère besoin, car Mohamed Atta, le chef des pirates de l'air, il avait jugé prudent de laisser une mallette pleine de ses plans, avec les noms et les photos de tous les pirates de l'air, dans l'aéroport d'où il avait décollé. Évidemment, juste pour la postérité. Ainsi, en quelques jours, nous nous sommes concentrés sur Al-Qaïda, et donc sur l'Afghanistan, qui aurait soi-disant abrité l'homme le plus maléfique du monde, Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden a ensuite écrit une lettre au peuple américain, qui est récemment devenu virale sur TikTok, parce que la génération Z s'est soudainement rendu compte qu'il était plus cohérent que nos propres politiciens. Parce que la génération Z s'est soudainement rendu compte qu'il était plus cohérent que nos propres politiciens. Dès que cela est devenu viral, la lettre a été retirée du Guardian, où elle était hébergée depuis des années, puis une campagne de censure à l'échelle d'Internet a été lancée. On y trouvait des passages comme celui-ci. La direction prise par les politiques de l'administration actuelle dans plusieurs domaines montre clairement cela. Quiconque entre à la Maison-Blanche, même avec de bonnes intentions pour protéger l'intérêt du peuple, n'est rien de plus qu'un conducteur de train. Sa seule tâche est de maintenir le train sur les rails. Des rails posés par les lobbyistes à New York et à Washington pour servir d'abord leurs propres intérêts.
Même si cela va à l'encontre de votre sécurité et de votre économie, tout président qui essaie de dévier le train des rails des lobbyistes ou de le faire rouler dans l'intérêt du peuple américain se heurtera à une opposition et à une pression très forte de la part des lobbyistes. Votre président a qualifié la décision de la Cour en faveur des entreprises d'intervenir dans l'arène politique de victoire. Mais ce n'est pas une victoire pour le peuple américain, sauf pour les grandes entreprises. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un droit, et c'est aussi un droit pour l'administration de soutenir les Israéliens oppresseurs. Pour la poursuite de l'occupation de notre terre et le meurtre de nos frères, marquant une victoire pour le lobby juif. Le président n'a pas été capable de vous défendre contre les pertes en matière de sécurité et d'économie. La voie du changement et de la libération de la pression des lobbyistes ne passe ni par le Parti républicain, ni par le Parti démocrate, mais par l'engagement dans une lutte. Vous avez compris l'idée. Et même si le gars soulève de très bons arguments, je tiens à préciser que je ne cautionne pas le terrorisme d'Orindar, ni celui d'Oussama Ben Laden. Il a commis des actes vraiment mauvais à son époque, peut-être pas autant que Donald Rumsfeld ou Dick Cheney, mais bon. L'Afghanistan était un gros problème en 2001, vraiment très gros. Même avant que le bâtiment 7 ne décide de profiter de la police d'assurance particulièrement généreuse de Larry Silverstein, l'Afghanistan posait déjà problème. Parce que pendant un certain temps, il avait produit la majeure partie de l'opium et de l'héroïne du monde. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que les talibans arrivent, prennent le pouvoir en 2000 et interdisent la production de cette drogue. Les marchés mondiaux de la drogue se sont effondrés. Puis, comme par hasard, l'année suivante, le pays a été envahi par les États-Unis. Les Marines ont alors reçu l'ordre d'aider à reconstruire le pays en gardant les nouveaux champs de pavots fraîchement plantés. En 2002, la production d'opium avait repris et en 2004, elle atteignait de nouveaux sommets. La production d'héroïne et d'opium a continué d'augmenter à partir de là, jusqu'à atteindre des niveaux records en 2017 avant de se stabiliser. Puis, en 2022, Joe Biden a ordonné un retrait soudain et chaotique. Une honte nationale absolue et un crime contre le peuple afghan et le peuple américain qui avaient combattu pendant 2 décennies dans un conflit dénué de sens et d'objectifs, coûtant la vie à des milliers d'Américains et à des millions d'Afghans. Et puis, comme par hasard, les États-Unis. Les troupes ont reçu l'ordre de laisser tout leur matériel militaire sur place pour que les talibans puissent s'en emparer, comme si le gouvernement américain armait intentionnellement des terroristes. Le gouvernement armait intentionnellement des terroristes. Où ai-je déjà lu ça auparavant? L'année suivante, après que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, la production d'opium s'est effondrée à des niveaux historiquement bas et y était restée depuis. C'est presque comme si les États-Unis, le gouvernement avait renoncé à sa longue tradition de supervision du trafic mondial d'héroïne. Mais revenons un peu en arrière et parlons de l'épidémie d'opioïdes un instant, car je pense qu'on y trouvera probablement la raison de ce changement apparent, bien sûr. L'épidémie d'opioïdes, souvent considérée comme ayant commencé au début des années 2000, certains diraient même en 2001, a coûté la vie à plus d'un demi-million d'Américains, et bien plus de 1000 milliards de dollars. Elle a d'abord été introduite au cœur de l'Amérique par la surprescription de nouveaux médicaments opioïdes comme l'Oxycontin, qui étaient commercialisés, aux médecins comme un nouvel antidouleur non addictif. Il était prescrit aux enfants de l'équipe de football blessés, aux mères et aux pères après une opération ou pour à peu près n'importe quel autre motif. Les médecins pouvaient l'imaginer, car il a ensuite été révélé que les médecins recevaient des pots de vin pour le prescrire. Eh bien, pas techniquement des pots de vin, mais il s'est simplement avéré que, en moyenne, selon de vastes études, les médecins qui prescrivaient plus d'opioïdes se trouvaient justement à être mieux rémunérés par Big Pharma. Une pure coïncidence, j'en suis certain. Purdue Pharma, détenu par la famille Sackler, a également versé de vrais pots de vin, c'est-à-dire des dessous de table directs, à l'entreprise, qui gère l'un des portails de prescription médicale les plus utilisés. Ainsi, lorsque les médecins utilisaient leur ordinateur au cabinet pour vous prescrire des médicaments, des fenêtres contextuelles s'affichaient pour les inciter à prescrire les opioïdes de Purdue Pharma. Ces pratiques, parmi d'autres, ont conduit à une quantité absolument folle d'opioïdes déversés dans les foyers américains au cours des 20 dernières années. En 2016, je veux dire, il y avait 323 millions d'habitants aux États-Unis et les médecins ont rédigé 215 millions d'ordonnances pour des opioïdes. Cela représente une ordonnance pour 2 personnes sur 3, hommes, femmes, enfants et bébés, aux États-Unis. Comme les ordonnances sont souvent rédigées plusieurs fois par an pour la même personne, cela signifie qu'environ 20% de la population a reçu des prescriptions d'opioïdes cette année-là. Dans le comté américain médian, en 2015, les médecins ont prescrit une quantité d'opioïdes équivalente à près de 2 semaines d'oxycodone pour chaque habitant, homme, femme et enfant.
Et pour beaucoup trop d'Américains, cette première ordonnance s'est transformée en dépendance. Et lorsque les opioïdes sur ordonnance deviennent trop difficiles à obtenir ou trop chers, ils se tournent vers l'héroïne et d'autres drogues de rue. Cela a dévasté ma génération. Presque toutes les personnes de ma génération ont perdu des amis au lycée ou à l'université à cause de cette tragédie. Des jeunes ordinaires, la star de l'équipe de football, le clown de la classe, des élèves brillants qui tout à coup disparaissaient, partaient en cure de désintoxication dans un autre état ou mouraient d'overdose. Il est difficile de surestimer la tragédie de l'épidémie d'opioïdes. Et elle était d'autant plus tragique qu'elle était causée par des prescriptions de médecins à des personnes par ailleurs réussies et ordinaires. Pas à des toxicomanes, pas à des décrocheurs, pas comme ultime étape d'une longue descente dans la déchéance. Le cabinet du médecin lui-même est devenu la porte d'entrée vers la destruction des familles et des vies. Et pendant cette période, l'Afghanistan était de loin le principal fournisseur mondial de l'opium utilisé pour fabriquer ces drogues. Nous avons mené une guerre pendant 20 ans pour subventionner et protéger ces profits. Des soldats américains gardèrent ces champs de pavots, tandis que l'opium qui en était extrait était expédié chez eux pour rendre dépendants et tuer leurs propres amis et membres de leur famille. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vers 2015, le fentanyl a commencé à inonder le marché et à apparaître dans des échantillons d'autres drogues de rue comme l'ecstasy et la cocaïne. Vous pouvez le voir ici. La ligne violette représente les autres opioïdes synthétiques. Elle explose. Et pendant ce temps, la ligne orange, l'héroïne, se stabilise et commence à légèrement décliner. Le fentanyl est un opioïde synthétique fabriqué en laboratoire, sans avoir besoin de mener une guerre pour sécuriser des millions d'hectares de production de pavots. Il est aussi jusqu'à 100 fois plus puissant que l'héroïne et 10 000 fois plus puissant que la morphine. Ces images montrent une dose mortelle de fentanyl qui peut être aussi petite que quelques grains de sable. Vous pouvez voir la taille d'une dose mortelle d'héroïne comparée à une dose mortelle de fentanyl. Donc maintenant, cette substance est mélangée à d'autres drogues de rue pour les rendre plus puissantes. Et des jeunes meurent d'overdose alors qu'ils pensent prendre autre chose. C'est, du moins à l'échelle des choses, relativement inoffensif. Mais comme c'est étrange, que nous ne nous intéressions plus à l'Afghanistan et à ses champs de pavots, justement au moment où le marché de l'héroïne est bouleversé par ce nouvel opioïde de synthèse qui rend la culture du pavot essentiellement obsolète. Ça doit être une simple coïncidence, non? Un peu comme cette fois en 2019, où un cargo appartenant à JP Morgan Chase a été saisi avec 20 tonnes de cocaïne à bord. La valeur marchande estimée de cette cargaison dépassait le milliard de dollars. Il s'agissait du plus grand navire jamais saisi dans l'histoire de la patrouille frontalière. On pourrait donc se dire, tiens, notre gouvernement fédéral prend vraiment au sérieux ce problème de trafic de drogue. Mais si vous lisez de plus près, vous apprenez comment le monde fonctionne réellement. JP Morgan loua le bateau à Mediterranean Shipping Co., exonérant JP Morgan dégage Morgan de toute responsabilité concernant l'équipage et la cargaison du bateau. Compagnie maritime méditerranéenne a déclaré, je cite, « Malheureusement, les entreprises de transport et de logistique sont de temps à autre confrontées à des problèmes de trafic. » C'est exact. C'est effectivement un gros problème quand on se fait prendre à transporter plus d'1 milliard de dollars de cocaïne, mais pas au point que la société soit inquiétée ou fasse l'objet d'une enquête. Non. À la place, quelques membres de l'équipage ont été inculpés pour trafic de cocaïne, mais évidemment, la compagnie maritime ne pouvait absolument pas savoir que cela se produisait. Alors pourquoi même enquêter sur eux? JP Morgan n'y était manifestement pour rien non plus. Mais vous vous souvenez alors de cette fois où Jeffrey Epstein recommandait des clients milliardaires et autres clients influents à JP Morgan Chase pour les services bancaires, et cela a dégénéré en un véritable scandale. Je veux dire, pourquoi le conseiller juridique de la Maison-Blanche d'Obama le connaissait-il, et encore moins lui parlait-il? Car en lisant un peu plus en profondeur, vous apprendrez qu'elle a été orientée vers JP Morgan par Epstein en février 2019, seulement 4 mois avant son arrestation pour trafic sexuel de mineurs au niveau fédéral. 4 mois. Cette recommandation est intervenue 6 ans après que JP Morgan affirme avoir coupé tous les liens avec Epstein en raison de signaux d'alerte répétés sur son compte. Toutes les grandes banques sont pourries jusqu'à l'os. Chaque année, des rapports font état de banques prises en flagrant délit de blanchiment d'argent pour les cartels et les trafiquants. Mais il n'y a jamais de rapport d'enquête criminelle ou de réelle responsabilité. Ils perdent juste quelques petites amendes par-ci par-là et continuent leurs affaires comme si de rien n'était. Parce que ces gens ne sont pas comme vous et moi.
Ils font partie de la classe des propriétaires, de la classe politique et de la classe bancaire. On nous a appris à croire que nous vivons dans un monde juste, que notre gouvernement est du côté des gentils et que les terroristes, les cartels de drogue et les criminels là-dehors sont les méchants. Mais la réalité ne pourrait pas être plus éloignée de cela. Pourquoi pensez-vous que vous avez entendu parler des barons de la drogue colombiens allant en prison pour trafic de cocaïne, mais personne n'a jamais même suggéré de faire la même chose au directeur de la CIA, alors qu'il supervisait des opérations de contrebande? Pourquoi pensez-vous que le conseiller d'Obama était apparemment copain avec Jeffrey Epstein? Mais personne n'a pensé à creuser davantage cette connexion. Pour la même raison que JP, Morgan et Mediterranean Shipping Co. n'ont même pas fait l'objet d'une enquête après la saisie de cocaïne sur leur bateau parce que ce sont eux qui tiennent les rênes. Ces gens-là, c'est l'État profond, et quand la corruption s'est infiltrée à ce point dans le gouvernement américain, ils jouaient à domicile. Le manuel d'action des entreprises, du gouvernement et des agences de renseignement est conçu précisément de cette façon pour créer une négation plausible. Quand Barry Seal faisait entrer et sortir un avion cargo militaire entier rempli de cocaïne à Mena, dans l'Arkansas, toutes les quelques semaines, personne n'allait jamais se pencher sur Bill Clinton pour voir si, oui ou non, il est possible que Barry s'en soit sorti. Parce qu'il bénéficiait de la protection et collaborait avec des personnes corrompues au sein même de notre gouvernement. Personne ne pourra jamais prouver que quiconque chez JP, Morgan était-il au courant que leur bateau était utilisé pour faire passer en contrebande des milliards de dollars de cocaïne? Les dirigeants d'Universal Music n'avaient aucun moyen de savoir que leur protégé, Didi, était prétendument impliqué dans un réseau de trafic et de chantage. Autant retirer leur nom des poursuites et ne même pas enquêter sur eux, malgré le fait qu'ils auraient financé et participé aux fêtes. Si la CIA, s'ils avaient voulu mettre fin à l'approvisionnement mondial en héroïne à n'importe quel moment au cours des 2 dernières décennies, ils auraient pu le faire facilement. Après tout, toute l'industrie mondiale reposait sur les soldats américains qui montaient à la garde devant les champs de pavots qui approvisionnaient les trafiquants et les cartels. Ils savent d'où vient la cocaïne. Ils travaillent avec ces gars-là depuis des décennies. Ils savent qui sont les trafiquants d'êtres humains. Ils blanchissent leur argent pour eux. Mais la DEA et les services des douanes et de la protection des frontières n'existent pas pour arrêter la drogue, les armes ou la traite des êtres humains. C'est ce que pensent généralement les agents qui s'engagent dans ce métier. Mais les institutions au plus haut niveau, elles servent à protéger le territoire de cet État profond américain. Si vous n'avez pas la protection des initiés, ils vous attraperont et vous jetteront en prison. Mais si vous faites passer votre drogue sur les bateaux de JP, Morgan, entrant et sortant de ports amis, verts et depuis des actifs de l'État profond, eh bien, combien de bateaux comme celui-ci, pensez-vous, ont déjà fait entrer leur cargaison sans être détectés? Quelques agents un peu trop zélés sont-ils sortis du rang et ont intercepté ce bateau? Je parie qu'il y en a eu beaucoup. Parce que, qu'il s'agisse de cocaïne, d'héroïne ou d'enfants, tout cela n'est qu'un immense Truman Show. Ils nous laissent continuer à croire que ces choses sont illégales et entraînent de lourdes peines de prison. Mais en général, elles ne sont illégales que pour empêcher les autres de s'immiscer dans leurs profits et leur mode de vie. Parce que tant que des gens de notre gouvernement se droguent et violent des enfants sur des îles privées, vous pouvez être sûr qu'ils protègent leur approvisionnement. Et on ne peut pas vraiment se rapprocher davantage du sommet symbolique de la pyramide que de la cocaïne à la Maison-Blanche. Et c'est mignon que Cash et Dan pensent qu'ils vont enquêter et poursuivre quelqu'un à ce sujet. En fait, c'est même un peu insultant. Parce que pendant que ces types courent après un petit sachet de coke, dont on sait tous qu'il aurait pu appartenir à n'importe qui à la Maison-Blanche de Biden, les dossiers Epstein sont toujours posés sur le bureau de Pam Bondi à prendre la poussière parce que tous ceux qui y sont impliqués font partie de la classe dirigeante intouchable. Ce sont les banquiers, les politiciens, les célébrités et les dirigeants d'entreprises qui font tourner le monde. Et le monde entier travaille pour eux. Et maintenant, nous avons un scandale de sextape de chantage à discuter. Mais d'abord, je voudrais faire une pause pour mentionner l'un de nos sponsors. Et maintenant, laissez-moi vous parler de Home Title Law. Si vous êtes propriétaire, vous devez écouter ceci. Quand avez-vous vérifié votre titre de propriété pour la dernière fois? C'est la preuve légale que vous êtes propriétaire de votre maison. Si vous êtes comme moi, la réponse est jamais. Le problème, c'est qu'à l'ère de l'IA et du cyberespace, les escrocs volent les titres de propriété. Et c'est votre capital qui est visé. Voici comment ça fonctionne. Des criminels, ils falsifient votre signature sur un document, utilisent un faux tampon de notaire, perdent une petite somme au comté et, en un clin d'œil, le titre de propriété de votre maison n'est plus à votre nom. Ensuite, ils contractent des prêts en utilisant votre capital ou vont même jusqu'à vendre votre propriété. Vous ne vous en rendrez même pas compte avant de recevoir un avis de recouvrement ou de saisie.
C'est pourquoi vous devez arrêter ce que vous faites et vérifier dès aujourd'hui si vous êtes déjà victime. Utilisez le code promo Candace sur hometitlelock.com Candace pour garantir que votre titre de propriété reste à votre nom. Vous recevrez un rapport d'historique de titres gratuits et un essai gratuit de 14 jours de leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars. Cela inclut une surveillance 24h/24, 7CJ7 de votre titre, des alertes urgentes en cas de changement et en cas de fraude, ils paieront jusqu'à 1 million de dollars pour la résoudre. Rendez-vous sur hometitlelock.com/Candace maintenant. Utilisez le code promo Candace. C'est hometitlelock.com/Candace avec le code promo Candace. La semaine dernière, X a été momentanément inondé par un scandale de sextape impliquant le légendaire journaliste indépendant Glenn Greenwald. Si vous ne connaissez pas Glenn, il est dans le métier depuis environ 2003, à une époque où beaucoup d'entre nous apprenaient encore à écrire des phrases incomplètes. Il a contribué à certaines des plus grandes enquêtes anticorruption de tous les temps, notamment en étant l'un des principaux journalistes à recevoir et publier les documents divulgués par Edward Snowden. Il a remporté un prix Pulitzer pour son travail sur l'affaire Snowden. Il est ensuite devenu l'un des membres fondateurs de The Intercept, où il a joué un rôle clé dans la réception et la couverture des premières fuites concernant le serveur de messagerie d'Hillary Clinton. Cela a fini par révéler tout un ensemble d'activités criminelles en Libye, en Haïti, ainsi que les célèbres emails de Pizzagate qui ont finalement été publiés sur Wikileaks. Il a enquêté sur un important scandale de corruption au Brésil, révélant l'implication de membres du gouvernement Bolsonaro, y compris des juges et des procureurs, dans des tentatives de manipulation des élections. Il a critiqué Bush, il a critiqué Obama et il a critiqué Trump. Puis, en 2020, lorsque les rédacteurs de The Intercept ont tenté de censurer ses enquêtes sur les affaires de corruption de Joe Biden avec la Chine et l'Ukraine, au lieu de céder à la censure, il a quitté la publication qu'il avait contribué à fonder. À la place, il est devenu indépendant et a rapidement rassemblé l'un des plus grands publics du secteur. Tout au long de sa carrière, bien qu'il soit juif, il a critiqué le gouvernement israélien pour ses politiques militaires et ses opérations de renseignement. Il a été très critique envers leur traitement des Palestiniens, et ce, bien avant le 7 octobre. Et puis, la semaine dernière, il avait prévu de s'entretenir avec Tucker Carlson pour un podcast. Et la veille de la diffusion de l'épisode, une vidéo sexuelle privée de lui a été divulguée en ligne. Je suis sûr que le timing n'est qu'une simple coïncidence. Je suis sûr que c'était juste un gamin mécontent au hasard qui a piraté son téléphone ou son ordinateur et qui a tout divulgué sur Twitter. Ce n'était probablement pas un gouvernement étranger ou une agence de renseignement cherchant à l'embarrasser et à le faire taire. Je n'ai pas regardé les vidéos par respect pour Glenn. Glenn est un adulte et d'après les discussions en ligne, je pouvais dire qu'aucun enfant n'était impliqué. Glenn est gay et nous le savons depuis longtemps. Donc les vidéos avaient juste pour but de l'embarrasser et, vraisemblablement, d'occuper la conversation à son sujet. Glenn a publié une déclaration remarquablement bien formulée que je voudrais simplement lire. Citation. « La nuit dernière, des vidéos ont été diffusées en ligne montrant des comportements relevant de ma vie privée. Certaines étaient déformées et d'autres non. Elles ont été publiées sans ma connaissance ni mon consentement et leur publication est donc un acte criminel. Bien que nous ne sachions pas encore exactement qui est responsable, nous sommes proches de le découvrir et la motivation était clairement politique et malveillante. Quant au contenu des vidéos, je n'en ressens ni gêne ni regret. Les vidéos montrent des adultes consentants ayant des relations intimes dans leur vie privée. Elles présentent toutes des comportements consentis, ne nuisant à personne. Il peut être inconfortable et désagréable que votre comportement privé soit rendu public contre votre volonté. C'est pour cela que ce comportement est privé. Mais la seule faute ici est la publication criminelle et malveillante de ces vidéos pour salir des ennemis politiques présumés et faire avancer un agenda politique. D'autres sont, bien sûr, libres de se faire leur propre opinion, comme certains ont tendance à le faire concernant la vie privée des autres. Cela ne changera rien à mon travail. Je poursuivrai toutes les facettes de mon travail journalistique et continuerai à défendre les causes qui me tiennent le plus à cœur, exactement comme avant. Et en gros, l'ensemble d'Internet partageait le même sentiment. On s'en fiche? Glenn Greenwald est l'un des journalistes indépendants les plus influents de notre génération. Ce qu'il fait dans sa chambre avec des adultes consentants ne regarde que lui. Certains des commentaires sous les publications de Glenn étaient à la fois hilarants et géniaux à lire. Cernovich, une approche un peu plus sérieuse ici. Content d'être resté à l'écart et d'avoir manqué ça. Désolé que tu aies été pris pour cible de cette façon. Montrer du courage moral est important, car le chantage ne fonctionne que dans certaines conditions. Quand les gens vivent dans la peur, c'est exactement ce que les puissants veulent et exigent par d'autres moyens coercitifs. Les Hodgkins ont juste dit « Glenn, t'es vraiment déchaîné ». Et même Andrew Tate a donné son avis, disant qu'ils aillent en se faire voir, continuent le bon combat.
Andrew Tate est normalement le premier à traiter quelqu'un de tapette. Et là, il soutient Glenn Greenwald parce qu'on a tous compris. Le journalisme doit faire face à ce genre de choses, parce qu'une fois qu'il commence à faire ça aux journalistes, où cela s'arrête-t-il? Cette publication a été vue plus de 22 millions de fois. Et ironiquement, pour les personnes à l'origine de la fuite, l'histoire s'est retournée contre eux. Non seulement le monde s'en est moqué, mais cela a aussi révélé une vérité sombre et importante sur le paysage médiatique actuel. Le monde est gouverné par le chantage, et il n'y a pas que les politiciens qui seront pris pour cible. Eux, qui qu'ils soient, sont prêts à tout, contre à peu près n'importe qui les menace, pour tenter de faire taire la vérité, préserver leur récit et conserver le pouvoir. Je me demande depuis un certain temps si nous allions commencer à voir du chantage contre les médias indépendants. Et maintenant, grâce à Glenn Greenwald qui s'est sacrifié pour nous tous, nous en avons la preuve. La question que nous devrions tous nous poser est combien d'autres personnes dans les médias indépendants pourraient être contrôlées par un chantage qui n'a pas encore été révélé? Combien de personnes n'auraient pas le courage de Glenn et plutôt que de subir l'embarras, changeraient leur façon de rapporter les faits, obéiraient à leur maître chanteur, compromettraient leurs valeurs? Et pour être clair, jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a piraté et diffusé ces vidéos. Nous ne savons pas qui pourrait vouloir embarrasser ou faire taire Glenn Greenwald. Du moins, nous n'en sommes pas certains. Mais personnellement, j'ai mes propres soupçons. Et si vous voulez des preuves pour vous aider à décider qui, selon vous, essaie de faire chanter les journalistes, vous devriez aller regarder l'interview de Glenn avec Tucker et vous faire votre propre opinion. Pour l'instant, nous allons simplement montrer un court extrait de l'interview que j'ai choisi. Totalement au hasard, évidemment. J'aime bien, en 2022 et 2023, il y avait tout un tas de gens du mouvement MAGA qui s'opposaient au financement de la guerre en Ukraine et aussi quelques personnes non MAGA comme RFK Jr. Et moi, j'y étais évidemment très opposé dès le début. Toi aussi d'ailleurs. Je suis allé plusieurs fois dans une émission pour en parler. Et j'en ai invité beaucoup, comme Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene et RFK Jr., beaucoup d'entre eux. Et j'avais toujours le même plan. Je leur demandais pourquoi refuser que les États-Unis financent la guerre en Ukraine. Vous ne voulez pas que les États-Unis soutiennent l'Ukraine face à la Russie? Et ils répondaient tous, ce n'est pas notre affaire. C'est de l'autre côté du monde. Cela n'affecte pas mes électeurs. Nos communautés sont en train de s'effondrer. Nous avons l'addiction au fentanyl qui ravage nos communautés. Personne n'a d'emploi ni accès aux soins de santé. Notre pays s'effondre et nous n'avons pas l'argent pour continuer à en envoyer à l'étranger. Et c'est scandaleux que nous continuions à le faire. Très passionné et très catégorique. Je les encourageais à continuer de développer cette idée. Et ils le faisaient et ils disaient toutes ces choses avec lesquelles j'étais entièrement d'accord. Et puis ma question suivante était toujours, appliquez-vous le même raisonnement aux États-Unis qui financent l'armée israélienne, la société israélienne et les guerres israéliennes? Et ils balbutiaient tous en essayant d'expliquer pourquoi. C'était ça. Ils avaient un avis pour l'Ukraine et un raisonnement très convaincant, mais devaient ensuite dire « Oh non, Israël, c'est différent ». Il y a maintenant cette tentative d'imposer aux universités, d'exiger qu'elles adoptent, mais aussi d'inscrire dans la loi américaine cette expansion radicale de la définition de l'antisémitisme. Par exemple, il existe des lois qui définissent ce qu'est le racisme, ce qu'est, vous savez, la xénophobie, ce qu'est l'islamophobie, la misogynie, etc. Et là, il s'agit d'élargir la définition de l'antisémitisme pour inclure des propos non seulement sur les personnes juives qui devraient pouvoir être critiquées, comme on devrait pouvoir dire « tiens, ça ». Ben Shapiro semble accorder beaucoup d'importance à Israël, peut-être même au point de s'en soucier plus que des États-Unis. On devrait pouvoir exprimer cette critique. Mais l'autre chose, c'est que, par exemple, on ne peut pas dire qu'Israël est une entreprise raciste. On peut dire que l'Iran est une entreprise raciste. On peut dire que la Hamas est une entreprise raciste. On peut dire que les États-Unis sont une entreprise raciste. On peut tout dire. On peut être étudiant dans une école à 1 mois de terminer son doctorat. Avec un casier totalement vierge, vous pouvez écrire une tribune disant « Je pense que l'Amérique est un pays de violence, d'impérialisme et de mal et qu'elle a été fondée sur le racisme. Et tout ira très bien pour vous. » Mais si vous écrivez une tribune, ne serait-ce qu'un 10e de ces critiques, mais à propos d'Israël, l'ICE viendra vous chercher pour vous expulser. Alors, n'accordez évidemment aucune attention à tous ces points qu'il soulève. N'entrez pas du tout dans ces arguments. N'abordez pas les faits ni le fond des préoccupations. À la place, vous devriez prêter attention au scandale. Prêtez attention à la sextape. Prêtez attention aux distractions.
parce que nous attendons toujours une manière informée ou rationnelle d'aborder ces préoccupations de la part des experts, de quelqu'un qui a été sur place. Nous attendons d'entendre. Voilà, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions vraiment d'avoir écouté. Ce serait d'une grande aide. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne de Candice. J'apprécierais aussi vraiment de mon côté. Si vous suivez le lien dans la description pour aller sur ma chaîne YouTube, Ian Carroll Show, et que vous vous y abonnez. Parce qu'une fois que j'aurai fini de remplacer Candice, je vais prendre tout ce qu'on fait ici et le transférer là-bas pour continuer. Nous vous tiendrons au courant de Candice, du petit Roman et de tout le reste, ainsi que d'autres scandales et histoires que les grands groupes ne veulent pas qu'on aborde plus tard cette semaine. Alors passez une excellente soirée, prenez soin de vous et de votre famille, et on se retrouve demain.